Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche soir pour vous accompagner dans vos questionnements nocturnes sur cette libre antenne d'Europe 1. Alors le foot hier nous aura tenus en haleine, de rebondissement en rebondissement, tandis que les uns se réjouissaient d'une victoire tant espérée, les autres faisaient face à leur déception de leur défaite et d'autres encore à la privation de leur libre antenne. Un thème intéressant que la frustration, tant l'être humain est peu prompt à accepter, pensant trop souvent, à tort d'ailleurs, y perdre son équilibre et l'amour d'autrui, quand elle est au contraire l'occasion d'exprimer et d'expérimenter toute l'étendue de nos capacités et de notre autonomie face à l'adversité ou la contrainte. Mais savons-nous mieux accueillir et apprendre des bonheurs pour en connaître le chemin et ainsi le retrouver quand nos vies peinent ? Marcelle Bougaud, une religieuse, disait « Il faut beaucoup de courage pour oser être heureux pleinement. Il est plus facile mais plus lâche de se contenter d'un petit bonheur routinier que rien ne vient déranger. » Alors, osons affronter la vie et ses aléas. Osons regarder dans les yeux nos frustrations pour redoubler encore et encore d'efforts et d'inventivité et courons à perdre haleine vers notre bonheur. Pour ce soir, je suis là pour vous y aider au 39 21 et ce jusqu'à 1h du matin. La délicatesse d'Amandine et d'Hassan vous accueille au standard et Fabrice met tout son talent à la réalisation de cette libre antenne. Si vous souhaitez participer à l'envoi d'SMS, c'est au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Pour les mails, c'est sur le site www.europe1.fr à la rubrique La Libre Antenne. Votre libre antenne, c'est maintenant. Bonsoir Elena. Bonsoir Catherine. Je suis ravie de je viens vers vous. Pardon ? Non, je disais je suis ravie de vous recevoir ce soir. Oh merci beaucoup. Alors je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un énorme souci avec mon ado de 14 ans. Oui. Qui m'inquiète de plus en plus. En fait, son comportement m'inquiète de plus en plus. Il est très souvent, quand il est en désaccord avec moi, il vient en main, il m'insulte. Vous voulez dire qu'il vous frappe ? Il vient aux mains, il vous frappe ? Oui. D'accord. Il me frappe avec ses poings. Mmh. Il m'a dit que je suis folle, que je suis une malade mentale, que j'ai besoin de me soigner. Et ce qui est complètement flagrant tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il m'a frappé également en disant que quand je lui demandais de faire ses devoirs, de terminer ses devoirs, il m'a frappé également. Il m'a mis par terre, et j'avais très mal. Et comme j'étais allongée, il m'a dit ne fais pas semblant. Tu peux très bien te lever, ne fais pas semblant. Et ça m'a fait terriblement mal parce que c'est exactement les mots de son père que j'ai entendu il y a quelques années. Mon fils à l'époque, il était plus petit, mais il était présent. Et quand il voulait s'approcher de moi, quand j'étais par terre, son père l'attirait par la main en disant « Laisse, elle va très bien ». Et voilà, aujourd'hui, j'ai complètement occulté cette histoire. Aujourd'hui, j'ai repensé à cette scène quand c'est venu directement de mon fils. D'accord. Alors, expliquez-moi si vous le permettez, Elena, votre relation aujourd'hui, vous êtes seule avec votre fils, c'est ça ? Oui. Et alors, ça depuis combien de temps ? Depuis, mon fils a 14 ans, donc depuis 13 ans, je m'occupe seule de mon enfant. Avant, ça allait à peu près. Il y avait des hauts, des bas, mais ça allait à peu près.
depuis le 1er avril de cette année, il y avait le jugement que j'ai demandé, j'ai fait la demande de l'audience devant le juge des enfants pour que mon fils puisse avoir un soutien de l'éducateur spécialisé. Et ce 1er avril, l'audience, ça s'est assez mal passé parce qu'en fait, il y avait, je rembobine un peu l'histoire. Oui, s'il vous plaît, donc, parce que je suis un peu perdue sinon. Donc, il y avait une mise d'éducateur spécialisé. Comment on appelle ça là? Alors, éducateur spécialisé parce que votre enfant rencontre des difficultés ou c'est un soutien scolaire? De quoi me parlez-vous exactement? Mon fils était avant un peu avait des difficultés, la relation était difficile. Donc, donc c'est un médiateur, c'est ça? C'est un médiateur, voilà. D'accord. Un médiateur entre vous et votre enfant ou avec son père également? C'était entre moi, à la base c'était entre moi et mon enfant, mais il a travaillé également avec le père de l'enfant. D'accord. Donc le père de l'enfant a dit en 3 lignes, en fait, je veux dire que tout est ma faute, en fait, que je suis pas capable de m'occuper de mon enfant, que je manipule l'enfant, et tout ce qui m'arrive, c'est entièrement ma faute. Donc à l'époque, j'avais encore les contacts avec mon fils, nos contacts étaient meilleurs. Mon fils me dit, maman, je ne veux plus du tout aller voir mon père. Je ne veux plus du tout voir l'éducateur parce que ça sert à rien. Au bout de 6 mois, ça n'a pas amélioré nos relations. Donc, je veux que ça s'arrête. Et le juge a ordonné la prolongation de cette initiative. Et à partir de ce moment-là, mon fils a complètement changé. D'un garçon avec qui je pouvais discuter, avec qui je pouvais rigoler, on adorait aussi de faire les visites culturelles assez souvent, on allait aussi au concert assez souvent. Rien de tout ça. À partir du 1er avril, il n'y a que des reproches, il y a beaucoup de mots déplacés. Et voilà, je ne supporte plus ça. Et ma question aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me conseiller qu'est-ce que je pourrais en faire? Parce qu'aujourd'hui, j'ai même pensé à aller au commissariat et déposer plainte contre mon fils. Alors, dites-moi, Elena, vous êtes toute seule avec votre fils? Il n'y a pas d'autres membres de la famille? Quel est votre environnement? Vous êtes vraiment que tous les deux, c'est ça? C'est votre seul enfant? C'est mon seul enfant et oui, toute ma famille est à l'étranger. D'accord. Je n'ai pas de famille. D'accord. Et son papa aujourd'hui, dans quelle proximité géographique? Il est loin? Il n'est pas loin? Non, il est à une 40aine de kilomètres de chez nous. D'accord. Et il voit son enfant à la demande de l'enfant ou pas du tout? En fait, il voit son enfant maintenant un week-end sur 2 et la moitié des vacances, ce que le juge a ordonné justement le 1er avril. Mais là, a ordonné pour que le père s'occupe de son enfant ou a ordonné à votre fils d'y aller? Dans quel sens ça fonctionne? Est-ce que c'est un devoir de se positionner en tant que père ou c'est la reconnaissance? Enfin, ça marche dans quel sens en fait? Alors, à partir en fait, depuis le début de cette année, septembre, mon fils refusait voir son père et n'allait pas chez son père. Et le juge a décidé qu'il a que 14 ans, voilà, qu'il doit absolument reprendre les contacts avec son père. Et c'est pas lui qui va décider comment ça va se passer. La décision vient du tribunal et mon mon enfant a besoin d'exercer ses droits de visite. D'accord. Alors déjà, je me permets, parce que c'est trop délicieux, je me permets simplement de relever le lapsus que vous venez de faire en parlant de votre fils. Vous avez dit mon juge, et je crois que c'est justement là le problème, c'est que votre enfant
à une position de vous juger, de vous punir et de vous battre. Et semble-t-il, inconsciemment, vous l'avez même reconnu comme tel, en quelque sorte. Hein, et c'est justement ce qui fait, qui participe d'un débordement de l'enfant. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment les choses se jouent. Son papa était-il donc violent lui-même ? Oui. Voilà. Donc, ce que vous avez vécu ce que vous vivez aujourd'hui avec votre fils s'apparente à ce que vous avez vécu avec votre mari ou le père de votre enfant si vous n'étiez pas marié. Oui. D'accord. Et scène auquel votre fils a assisté, puisque vous me disiez, puisqu'il disait laisse-la, elle va très bien, parce que votre enfant voulait venir vers sa maman et donc il l'avait pris de son côté, du côté d'une expression de violence, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et alors, les choses ont basculé pour votre enfant depuis, là, vous me dites, depuis peu en fait, hein, depuis le jugement qui oblige d'une certaine manière votre fils à continuer la relation avec son père et à faire avec un médiateur, qui est un homme. Oui. C'est une femme. C'est une femme, d'accord. Et en fait, ce qui est très très étonnant, qu'avant mon fils démontait entre guillemets mon aide de justifier ses choix de ne pas aller chez son père, auprès de son père. Et au prétexte de quoi ? Qu'est-ce qui faisait qu'il ne voulait pas voir son père ? En quoi disait-il que ce n'était pas possible pour lui ? Est-ce qu'il subit de la violence lui-même ? Est-ce qu'il assiste à des choses qui ne lui conviennent pas ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Je n'ai pas eu les connaissances de violence. Je pense pas que, en fait, quelquefois, oui, son père était violent avec lui, mais je pense pas que ça posait des problèmes récemment. C'est surtout manque d'intérêt pour l'enfant que les pères manifestaient à chaque rencontre. Malgré le fait qu'il était aussi à l'origine du fait que le jugement tout à fait. était rendu en sa faveur d'une certaine manière, ce qui veut dire qu'il revendique quand même sa position paternelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Et devant les juges, il passait pour un père super attentionnel, un père qui a besoin d'avoir les contacts avec son enfant, que son enfant lui manque. Et le retour de l'enfant des week-ends auparavant, des années auparavant, c'était complètement différent. C'était les journées sans aucun intérêt, devant son père devant les téléphones, mon fils devant l'écran, et puis ça s'arrêtait là. D'accord. Donc il n'avait pas du tout, il voyait pas du tout l'intérêt de voir son père. En écrivant même le mail à lui. Tu vois, la télévision, j'en ai chez maman, c'est pas la peine que je vienne chez toi pour regarder la télé. Et si tu n'as rien d'autre à me proposer, c'est pas la peine. Bien sûr. Et il a aussi plein d'autres activités durant le week-end près de notre maison. Donc il préférait voir ses copains, jouer avec eux, sortir avec eux, qu'aller chez son père et être, entre guillemets, dans une prison où il ne peut rien faire. D'accord. Et ce qui est étonnant, excuse-moi, ce qui est étonnant, que justement, à partir de ces jugements qui contrariaient énormément mon enfant, moi-même aussi, j'étais un peu étonnée, mon enfant m'a dit une fois, je vais retourner chez mon père, je ne veux plus te voir, je serai beaucoup mieux chez lui. Mmh. Et ça m'a tellement inquiétée. Je ne sais pas d'où vient cette phrase, qu'est-ce qui s'est passé. Et on dirait qu'il a une haine vis-à-vis de moi. Est-ce qu'il me rend coupable de cette décision ? Je n'en sais rien. Mais en fait, peu importe la discussion, c'est vraiment très très difficile, très très conflictuel. D'accord. Alors, pour que j'essaie de comprendre un petit peu ce cas de violence, parce qu'il y a quelque chose qui évidemment, moi, m'interpelle, c'est qu'il y a une violence qui semble, dans votre parole, presque anecdotique, c'est-à-dire
avoir oublié d'avoir été dans pareille situation dans la relation avec votre ex-compagnon ou mari, et qu'on puisse vous battre, que vous puissiez vous retrouver à terre. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on en vient là? Comment s'est construite cette relation-là? Et peut-être avant ça, comment vous vous êtes construite vous-même? C'est-à-dire quelle idée vous avez de la relation pour que un homme, et aujourd'hui un fils, euh, puisse se permettre de lever la main sur vous et vous de vous retrouver à terre. Et quelle est cette représentation aussi masculine qui fait qu'un fils se retrouve en pareille situation? Bien sûr, alors là on peut imaginer plus simplement un modèle paternel, bien sûr, mais pas seulement, on y reviendra, mais d'abord je voudrais comprendre de votre point de vue, dans quel univers, Elena, avez-vous grandi pour pouvoir vous engager dans une relation? Est-ce qu'elle est devenue violente et vous vous êtes quittés à ce moment-là, ou est-ce qu'elle a pu perdurer violente un certain temps avant que vous ne vous quittiez tous les deux? Alors, j'ai rencontré le père de mon enfant à un moment donné. Au bout de 3 ans, j'étais enceinte de notre enfant. Et notre relation était assez curieuse. C'est un Antillais. Moi, je viens des pays de l'Est. Mhm. Donc, voilà, notre rencontre, on s'est rencontrés sur un lieu de travail. Oui. Et j'étais tellement attirée vers cet homme. C'était le seul homme, en fait, que j'ai pu choisir dans ma vie. C'est un homme que je voyais très doux, très attentionné, Mhm. très galant. Mhm. Et je tombais complètement sous le charme. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était juste une facette de ce monsieur, qui n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire au bout de combien de temps, Elna? Je pense qu'au bout d'un an, j'avais déjà une idée assez précise de cette relation. Et chaque fois, quand je voulais m'éloigner du père, il me promettait des choses. Il me dit oui, c'est vrai, j'ai pu faire ou dire des choses qui auraient pu te blesser. Mais tu verras, on est capable de remonter cette situation. Ça va aller. Laisse-moi le temps, ça va aller. Et en fait, c'est un homme qui ne s'est jamais excusé pour quoi que ce soit. Il m'a dit juste, tu verras, on est capable de réparer ce qui s'est passé. Je vais te démontrer que je suis un homme que tu as rencontré. Et ce que tu as vu les premiers jours, c'était vrai. Donc chaque fois quand je voulais partir, il a su me manipuler, je suppose, par ces jolies phrases. Et j'ai resté. Et finalement, je me suis aperçue à un moment donné que j'étais enceinte. Et j'avais un grand dilemme. Est-ce que je lui dis que je suis enceinte de lui ou je le garde pour moi? Et finalement, je lui ai dit. D'accord. Et là, c'était de l'enfant dont vous me parlez, celui qui a aujourd'hui 14 ans. D'accord. Exactement. Et ben voilà, donc à la naissance, pendant la naissance, il était présent. En ayant retrouvé l'homme que vous connaissiez, où il était présent avec l'ambition d'être un papa et de vous aimer? Je n'ai jamais retrouvé l'homme que je rencontrais. D'accord. Donc, j'ai cru chaque fois à ces paroles, à ces beaux paroles. Et après, c'était une déception. Ensuite, j'ai cru à ces paroles. C'était encore une déception. Et puis, voilà, on a fonctionné comme ça jusqu'à à peine un an de l'enfant. Mm-hmm. Et je n'ai pas pu supporter davantage. Donc, j'ai dit, stop, ce n'est pas possible. Donc, il m'a dit, de toute façon, j'ai prévu de partir parce que je rencontrais quelqu'un, une douceur qui n'a rien à voir avec toi. Une femme merveilleuse. Avec qui tu n'as rien à voir, tu n'avais pas à la cheville, donc voilà, on s'est séparés de cette façon-là.
Et à ce moment-là, votre vie, elle se brise ou au contraire, vous vous mettez à respirer? Est-ce que vous envisagez une vie amoureuse par ailleurs? Est-ce qu'elle se présente? Est-ce que vous y êtes disponible ou est-ce que au contraire, l'amour vous fait peur et vous restez sur cet échec et la violence qu'elle a pu représenter pour vous? Alors, j'ai jamais rêvé ma vie. Je suis devenue tout simplement maman. Je me suis concentrée sur mon fils. D'accord. Je n'ai jamais rêvé ma vie. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure être tombée à nouveau enceinte? Non. Non, ah, d'accord, je mélangeais ce que vous me disiez. D'accord, vous me parliez du premier donc. Très bien. Oui. Ok. Et donc vous n'avez pas refait votre vie, vous avez une vie professionnelle, vous êtes une maman active, vous avez une vie amicale. Amicale, oui, mais professionnelle, plus maintenant. D'accord. Parce que vous êtes en difficulté d'une quelconque manière? D'accord. Ok. Et alors, donc déjà, je voudrais profiter de ce que vous êtes en train de dire parce que le témoignage qui est le vôtre raconte quand même des choses qui sont toujours compliquées à arbitrer, à savoir, est-ce qu'il faut pour se mettre à l'abri tout de suite poser un stop à tout et fuir le danger et pour se protéger tout simplement, ou est-ce qu'on peut donner la possibilité à l'être que l'on aime de prendre conscience et de se réapproprier une vie normale pour ne pas être simplement j'allais dire, la proie de son pulsionnel, de son agressivité ou de son désordre intérieur. C'est toujours extrêmement compliqué à arbitrer parce que sinon on passerait son temps à tourner les talons dès que l'autre fait une erreur. Et puis il faudrait aussi arbitrer à partir de quand l'erreur est insupportable. Alors je pense que les coups, par définition, ne sont pas acceptables et que les permissions ou l'idée que ça peut se réparer, on a déjà passé la frontière de l'acceptable de toute façon. Mais ça permet encore de toute façon de se dire que les relations amoureuses, elles sont portées par l'idée que l'on se fait de l'autre à partir de ce qu'il nous a montré, il ou elle, hein, bien sûr, hein, c'est dans les deux sens, bien sûr. Oui. Et puis sur ce qu'il nous a ou elle nous a montré, eh bien nous rêvons l'autre, nous rêvons en fonction de notre besoin. Et puis parfois, nous nous attachons à l'autre comme une sorte de dépendance, par une sorte de besoin de l'autre. Et besoin de maintenir l'autre là où on l'a rencontré, là où on l'a rêvé. Et bien souvent, nous préférons nous mettre des œillères plutôt que d'être face à la réalité de ce que devient l'autre, qui nous oblige à un repositionnement personnel. Et là, maintenant je reviens sur votre histoire à vous, Elena, toute la difficulté est qu'est-ce qui fait que je donne des chances à l'autre et je continue à rêver ce que va être ma vie, ce que doit être ma vie avec lui, ce qu'il doit être lui, alors que je ne vois pas que je suis à terre, je ne vois pas qu'il lève la main sur moi. Enfin, je le vois bien sûr et je le subis, mais je finis par l'oublier. Vous me disiez tout à l'heure que la scène avec votre fils ce matin ou hier, je ne sais plus, vous a rappelé une scène que vous aviez oubliée. Comment se fait-il qu'on peut oublier d'avoir été mise à terre? Comment se fait-il qu'on peut oublier qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées, laisse-la, elle va très bien, et que votre enfant est capable de les répéter, c'est-à-dire qu'il les a bien enregistrées alors que vous-même vous les oubliez. Qu'est-ce qui fait que vous avez si peu de valeur vous-même pour vous-même pour avoir oublié un tel positionnement? Ça, c'est... Oui, dites-moi. Pardon, j'ai perdu complètement confiance en moi en relation avec cet homme et dans les relations précédentes, je pense que c'était pareil. En fait, je me respecte, je laissais l'autre de ne pas me respecter parce que moi-même je me respectais pas. C'est ça. Peut-être ça vient de là. C'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est vrai que nous indiquons à l'autre où sont les limites. Pas dans l'autorité nécessaire. C'est pas toujours dans l'autorité qu'on indique à l'autre qu'il ne peut pas dépasser franchir une certaine limite. C'est parce que soi-même, effectivement, on est assez flou avec les limites à ne pas franchir et du coup, évidemment, la violence, l'agressivité, la peur, la nécessité d'affirmer sa puissance, son pouvoir ou sa domination, eh bien, va trouver évidemment dans nos failles un cadre, un espace pour s'exprimer. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable de la violence de votre mari ou de la violence de votre fils, mais vous avez aussi indiqué une possibilité
parce que vous êtes, je ne sais pas, peut-être que votre fils est un molosse, qu'il vous dépasse de 3 têtes, qu'il est 15 fois plus fort que vous et que et du coup, évidemment, il vous a surprise si fortement et si violemment que vous vous êtes retrouvés à terre. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas lui résister? Parce que comme je lui pose des limites par la parole, et comme je lui interdis de faire certaines choses et dépasser certaines limites des règles que j'établis dans ma maison, Bien sûr, et vous avez raison. c'est des violences. Tout Oui. de suite, ça commence par la violence verbale. Et comme je m'oppose à cette violence verbale, soit il me claque la porte au nez, soit il vient en main. Mhm. Mais alors il y a une autre chose évidemment, c'est que nous sommes face à plusieurs difficultés. Une première difficulté, c'est celle que j'essayais d'évoquer là, c'est-à-dire l'autorisation que vous-même, et vous-même vous m'aiguillez dans ce sens, l'utilisation que vous-même vous posez en laissant l'autre imaginer qu'il puisse se le permettre, l'autre votre compagnon, l'autre aujourd'hui votre fils, parce que vous-même, vous ne vous accordez pas ces deux valeurs. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, évidemment, c'est que votre enfant a un modèle de la virilité qui, évidemment, il la pêche directement auprès de son père, mais quand bien même il est dans un déni ou une agressivité à l'égard de son papa. Face à son papa, manifestement, il ne fait pas le poids, et jouer à l'homme, c'est prendre le costume de son papa, y compris l'agressivité qui fait partie du costume. Donc ça, c'est une autre difficulté face à laquelle nous nous trouvons. Et une troisième difficulté, c'est que vous n'avez pas refait votre vie, donc vous avez fait grandir votre enfant auprès de vous dans une relation d'exclusivité, dans une relation qui n'a jamais été brouillée par un tiers qui vous aurait séparé, puisque si vous aviez des amis, un petit ami, un amour, il aurait été au milieu, empêchant votre enfant d'être trop dans une relation fusionnelle et vous d'être trop amoureuse en quelque sorte de votre fils. Résultat, votre fils se retrouvant un petit peu comme le petit mâle, le petit homme, votre petit homme auprès de vous, eh bien, il est à la fois dans l'envie de jouer l'homme comme il l'a vu, mais aussi dans la peur d'être dans cette position-là. Et là, parce que évidemment, il peut pas être votre mari, il peut pas être votre compagnon, il peut pas être votre source de plaisir en quelque sorte, puisque ça aurait une allure incestuelle. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On dit pas, c'est pas incestueux, c'est incestuel, c'est-à-dire dans le fantasme, hein, c'est-à-dire qu'il jouerait un rôle qui serait un rôle qui n'est pas pour lui et qui est très angoissant pour lui. Et donc, pour ne pas jouer le rôle de celui qui vous satisfait, qui vous comble, eh bien, il est obligé, enfin, il se sent obligé, tout à fait inconsciemment bien sûr, ce qui l'en excuse nullement, mais il est obligé du coup d'être dans une opposition forte, et il ne sait pas comment s'opposer autrement qu'en claquant les portes, et en vous bousculant physiquement pour ne pas être dans ce lien et dans cette proximité qui pourrait être douce et anxiogène pour lui. Est-ce que ce que je vous dis, vous le comprenez? Enfin, ça vous parle, vous? Est-ce que je suis assez claire? Oui, je suis complètement d'accord. Quand vous avez parlé pour le deuxième cas, que l'enfant vis-à-vis de son père ne fait pas le poids, donc il ne se permet pas de se comporter de la même façon que vis-à-vis de moi, c'est tout à fait vrai. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et alors évidemment, là, il vient de rentrer dans l'adolescence, il a 14 ans, il est très certainement en passe ou déjà formé, il est du coup plein de ces pulsions physiques, d'homme, sexuelles, et il ne sait pas quoi faire de tout ça, parce qu'il n'est pas encore ça se met en route tout doucement, enfin tout doucement non, c'est assez violent corporellement, mais tout doucement dans sa capacité à l'appréhender et à projeter des possibilités. Il est à la fois il devient un homme, mais il est à la fois complètement dépendant de sa maman, parce qu'il est aussi encore un enfant, et il ne sait pas comment se positionner. Il est dépendant de vous, mais dans une urgence de séparation d'avec vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, il vous a dit très violemment: je vais aller avec mon père, je ne veux plus vivre avec toi. Comme si c'était une façon de dire: je ne veux plus être dans ton lit, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant qu'il était un bébé, ça risquait pas grand-chose, mais là, il se sent plus un bébé, et il ne sait pas comment gérer cette relation à vous
qui est une relation qui ne lui laisse pas l'espace suffisant pour se développer, pour trouver ses repères lui-même. Et du coup, les seuls repères qu'il a sont les repères paternels, et il retourne vers le père, quand bien même ce père est assez humiliant. Et alors évidemment, l'image qu'il a de l'amour qu'on lui porte, c'est ou l'amour que vous lui portez qui est plutôt fusionnel, où c'est votre bébé, c'est votre tout, c'est votre trésor, et c'est celui que vous avez chéri et qui sort de votre corps, de votre ventre, etc. Donc quelque chose d'un peu douillet et intime, ce qui l'effraie évidemment aujourd'hui qu'il est adolescent. Et de l'autre côté, eh bien, il a reçu un amour qui était un amour de façade, en tout cas qu'il vit comme ça, et qui est un amour de la part d'un homme qui ne fait qu'affirmer sa domination et face auquel il se sent humilié ou rabaissé. Donc évidemment, avec une idée que la force, le pouvoir ne se fait qu'en étant humiliant ou tout puissant et écrasant. Donc d'un côté, il a peur de cette relation qui est pourtant plus douce, mais qui est anxiogène parce qu'elle a une allure d'intimité qui ne lui convient pas compte tenu de l'âge dans lequel il rentre. Et de l'autre côté, eh bien, c'est une invitation à un bras de fer sur lequel il se sent totalement impuissant face à son père, et du coup, il exprime sa toute-puissance face à vous. Donc évidemment, on est dans quelque chose qui est extrêmement compliqué, d'où l'importance, moi je trouve formidable que vous ayez eu un médiateur, une médiatrice. Ceci étant, la médiateur étant une femme aussi, ça n'a pas réparé l'image masculine. Ça aurait été intéressant d'avoir un médiateur homme qui puisse poser la loi, qui puisse être dans une écoute et dans une distance émotionnelle suffisante pour que justement votre enfant ne se retrouve pas, enfin, sorte de ce côté très cocooning féminin versus un côté plus agressif et virilo-macho dominant du côté masculin. Il n'est pas question de dire qu'un homme ne peut pas l'être, mais là c'est comme une sorte de violence extrême qui fait opposition à quelque chose d'extrêmement doux. Et d'ailleurs, le juge qui acte, vous irez voir votre père, vous devez aller voir votre père. Donc à nouveau, une injonction de soumission en quelque sorte. En tout cas, c'est compris certainement comme ça pour votre fils. Oui, je suppose. Et il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter. La médiatrice qui est censée s'occuper de la situation pour améliorer la situation dans notre famille, entre moi, les pères et l'enfant, n'a pas su convaincre mon fils. Mon fils n'a pas confiance en elle. Elle déforme les propos de l'enfant tout en protégeant de l'image du père. Elle protège l'image de son papa, c'est ça. Elle ne remet pas en question l'image paternelle, c'est ça. Exactement, parce que le père paraît différent devant les juges, devant les médiateurs, devant les gens de l'extérieur. Il soigne son image et il est complètement différent dans la vie quotidienne. Et qu'est-ce qui fait que votre enfant, parce que ce qui est difficile, c'est que votre enfant, il ne s'exprime que par la violence physique, au lieu d'apprendre justement à verbaliser ce qui ne lui convient pas. Et je trouve que l'intérêt d'un médiateur, c'est de mettre des mots, c'est de permettre justement le positionnement de chacun, et justement une occasion qui est offerte à votre enfant de verbaliser ce qui ne lui convient pas. Que ce soit juste ou faux, c'est son ressenti. Son ressenti est éminemment recevable. Donc, qu'est-ce qui fait que, justement, c'est peut-être ça qu'il faut que vous disiez, c'est que tu ne sais pas t'exprimer, c'est parce que tu ne sais pas t'exprimer pour l'heure que tu en viens à un discours non verbal et du coup corporel, et qui n'est que d'une colère, et une colère qui s'exprime que par la violence. Or, justement, pouvoir mettre des mots, c'est pouvoir tenir les chevaux de cette pulsion physique, de cette agressivité, parce que le drame, ce qui me nave, c'est que d'une part, bien sûr, vous receviez des coups, c'était absolument inacceptable, mais au-delà de ça, tout coup que donne un enfant à son parent, c'est une perte importante et grave pour l'enfant lui-même. Un enfant a besoin de sentir, non pas qu'il est dominé par le parent, écrasé et humilié par le parent,
mais il a besoin de sentir que le parent est toujours dans son rôle de parent, qu'il est toujours dans cette position soutenante et contenante. Alors, il faut qu'il puisse s'exprimer, bien évidemment, mais il ne peut pas être au-dessus de son parent. Et dès lors qu'un enfant lève la main sur son parent, il vient de se faire lui-même beaucoup de mal. Alors que quand il s'exprime, quand bien même ce qu'il exprime est difficile à entendre pour le parent, mais plus ça va être élaboré, plus c'est une victoire pour l'enfant, puisque c'est une liberté d'expression de son ressenti. Et dire à votre enfant, ou vous à votre enfant, ou via l'intervention d'un médiateur ou d'une médiatrice, dire à votre enfant et de l'inviter à pouvoir exprimer son mal-être avec sa mère comme son mal-être avec son père, pour être entendu par un juge, pour être entendu par un médiateur, pour être accompagné éventuellement par un psy, pour l'aider à grandir, parce que c'est merveilleux de grandir, ça fait peur, mais c'est merveilleux. Et bien sûr que ça a été difficile de grandir dans un vase tout à fait exigu qu'est la relation mère-enfant. Vous savez, on porte un bébé dans son ventre, on le met au monde, et puis c'est pas le tout de l'avoir mis au monde au moment de sa naissance. Nous le remettons au monde systématiquement, c'est-à-dire nous l'éloignons de nous pour qu'il grandisse, pour qu'il trouve un espace pour pouvoir se développer. Et là, le problème, c'est que votre enfant, vous avez voulu le protéger certainement de son père parce que vous ne lui trouvez pas de crédit suffisant, parce que vous l'avez trouvé traître quant à l'idée qu'il montrait de lui et la réalité dont il était capable. Du coup, évidemment, vous avez voulu en protéger votre enfant, à raison certainement, peut-être aussi un peu à tort, dans le sens où ce qui se joue entre une femme et un homme n'est pas nécessairement ce qui se joue entre cet homme et son enfant, mais ça peut, donc vous avez raison d'avoir été vigilante. Mais du coup, dans ce mode de fonctionnement-là, il faut aider votre enfant à pouvoir s'exprimer de son point de vue à lui, et pas du point de vue des ressentis de sa maman ou des ressentis de son papa. Et c'est souvent difficile, c'est la plus grande difficulté de couple qui se sépare, c'est que chacun présume de ce que sera l'autre adulte auprès de l'enfant, parce que chacun témoigne de sa souffrance personnelle dans sa relation amoureuse. Et du coup, nous emmêlons nos enfants dans nos relations amoureuses déchues. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose, parce que vous m'avez dit, vous avez parlé de l'espace de parole pour l'enfant. Oui. Donc cet espace était mis en place par moi. Il travaillait avec son thérapeute. Mhm. Et justement, depuis cette audience, il ne souhaite plus du tout revoir son thérapeute, en disant ça ne sera strictement à rien. Personne a compris ce que j'ai exprimé auparavant, ni les juges. Au juge, il a écrit, ni la médiatrice qui n'a pas pris en compte ce que je disais, ce que je ressentais. Et je ne me suis pas senti compris par mon thérapeute non plus. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je recevais un SMS de Sam qui proposait d'ailleurs que de transmettre, mais ça se ferait donc hors antenne tout à l'heure, de transmettre ses coordonnées, puisqu'il est éducateur en centre pour ados, et peut-être que vos échanges avec lui pourraient vous C'est aider génial. aussi là-dedans. Hein. Donc à tout à l'heure, avant de raccrocher, eh bien, que ce soit Hassan ou Amandine, vous donneront ses coordonnées si vous en êtes d'accord. Donc, Oui, volontiers. parce que c'est important, on tente des choses, évidemment que tous les ados cherchent à mettre en échec les choses. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est terrible. Moi, je vois dans le cadre de mon travail, quand je rencontre des adultes qui racontent leur souffrance de ne pas avoir été suffisamment cadrés, suffisamment accompagnés. Pour autant, s'ils prennent le temps d'y réfléchir, souvent ils ont botté en touche dans toutes les propositions qu'ont fait les parents. Parfois pas très, très malines, parfois maladroites, bien sûr, mais qui peut être parfaitement adroit et parent parfait? Bien sûr qu'en tant que parents, nous avons à réfléchir nos positionnements, mais les enfants mettent très en difficulté les tentatives des parents. Et ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, il faut poursuivre, il faut redonner des solutions, des cadres, ouvrir des voies d'accès et de parole, et faire comprendre à votre enfant que ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais bien pour lui ouvrir un espace de liberté
que vous cherchez à mettre en place justement un cadre où il puisse apprendre à exprimer sa souffrance, apprendre à exprimer son mal-être, et qu'il n'est absolument pas question qu'il lève la main. Et vous, il faut que vous appreniez absolument, Elena, à arrêter une main avant qu'elle ne vous touche et à rester les pieds bien ancrés au sol et ne jamais tomber par terre. C'est important. Votre enfant ne doit jamais arriver à cette fin-là. Et comment maintenir ce cadre? Eh bien, je crois que déjà, et c'est pour ça que je vous parlais au début de vous, essentiellement de vous, je crois qu'il faut comprendre, Elena, qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir laisser un homme vous lever la main sur vous parce que vous savez, quand on reçoit des coups, parfois on a mal et on montre à l'autre qu'on a mal pour que l'autre arrête, pensant que parce qu'on montre à l'autre qu'on a mal, il arrêtera. Pas du tout. On peut nourrir son goût du sang. Et on peut bien sûr, pour certains, les culpabiliser, ils arrêtent parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ont fait. Mais la plupart du temps, on nourrit comme un animal qui a mordu, comme un chien qui a mordu. Eh bien, on nourrit son goût de mordre encore. Et il vous appartient de ne pas vous laisser mordre. C'est très, très important, Elena. D'accord. Voilà, donc d'accord. Ça reste très difficile, mais oui, je comprends, j'entends ce que bien vous sûr. me dites. Non, mais ça reste extrêmement difficile. Votre situation, bien sûr, est extrêmement difficile. Vous croyez bien que je le mesure. Et c'est pour cela que je vous invite à essayer de réfléchir votre propre désaveu de vous-même, votre propre difficulté à vous donner de la valeur qui est suffisamment entendue autour de vous pour que où on dise que votre enfant doit aller vers son père, ou pour que votre enfant se permette de lever la main sur vous, ou pour que votre ex-compagnon se soit permis de lever la main sur vous. Il faut vraiment que vous restauriez votre propre image et que, armé de ce courage-là, vous permettiez de reposer les bonnes limites et les beaux regards sur vous pour inviter chacun d'eux-mêmes. Et idem pour votre enfant, parce que si vous n'avez pas de respect pour vous, vous n'invitez pas votre enfant à se trouver lui-même un respect pour lui-même. Du coup, il va se perdre dans la violence de son père et va détester son père qu'il retrouvera en lui, et ce qui va lui faire très peur également. Voilà. Et genre, une autre question, si je peux me permettre, encore une autre question, parce que je me suis posé la question, est-ce que ça sera bien si je crie au juge en demandant que les pères prennent entièrement les responsabilités de je crois que là, ça m'est difficile, surtout qu'en plus, ça n'arrête pas de m'envoyer des messages pour prendre d'autres auditeurs. Mais ça m'est difficile de répondre rapidement parce qu'il vous faut faire attention, surtout de ne pas, sous un coup de tête ou d'un coup, passer de protéger votre enfant à laisser votre enfant à la responsabilité de son père. Je pense qu'il faut vous y réfléchir paisiblement et vous faire accompagner sur ce point précis pour bien arbitrer des choses, tout en douceur et en respect de chacun, et notamment de vous et de votre fils. Pour pas qu'après vous ayez la souffrance de l'avoir abandonné sur un coup de tête qui serait une violence faite à une autre violence, en écho à une autre violence. Je vous remercie beaucoup, Catherine. Je vous en prie, Elena. Je vous souhaite bon courage et vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous avant tout, pour pouvoir prendre soin de votre enfant. Il faut d'abord vous mettre en sécurité vous-même. Merci beaucoup. Donc je reste... oui, vous restez à l'antenne. Amandine va vous donner les coordonnées, d'accord? Merci. Je vous en prie. Très belle soirée à vous. Bonne soirée à vous, Elena, et courage. Et bonsoir, Marie. Bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir. Mais je vous remercie d'être là, Marie. Voilà. Alors, oui, d'abord, je vous remercie d'être là. Vous dire simplement pour nos auditeurs, puisque nous allons faire un petit flash dans quelques minutes, on va simplement poser un petit peu les choses, et puis ensuite, nous vous retrouverons tout de suite après les infos. Alors, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Comment ? D'accord. Voilà, dites-moi un petit peu de quoi il s'agit. Oui, c'était pour vous parler des épreuves de deuil successives qui s'est passé, une panoplie, quoi, en fin de compte, une série noire, plus accident, enfin, voilà. Alors, ça a commencé déjà, je vais revenir vers ma maman, qui était très malade. C'était arrivé en 2004. D'accord. Voilà. Elle est donc restée 10 ans de la maladie, de la souffrance. D'accord. Donc, bien sûr, elle est partie en janvier 2004. D'accord.
Et comme il fallait les placer, mon papa étant fatigué de s'occuper de ma mère, Oui. on a été obligé donc de les mettre dans une maison spécialisée, médicalisée, Mhm. pour pouvoir s'en occuper de mieux. À la maison, c'était plus possible. Entre les infirmières, ménagères, tout ça et tout. Et nous, on avait notre travail, mes sœurs et moi. Et Donc vous bon, les quand avez même, on placés avait tous une les bonne... deux. Donc ils Oui, étaient, voilà, c'est voilà, ça. votre mère était encore en vie à ce moment-là. Vous les avez placés tous les Oui, deux, voilà, c'est c'est ça, ça? tout à fait. Oui, oui. Et alors là, quand elle est allée là-bas, elle a dit, le jour où je suis allée la voir, la première fois, elle me dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'elle me dit comme ça. Oui, Maman, je lui dis, tu sais, il n'y a pas trop le choix. bien sûr. Ah, Alors c'est comme... Oui, alors justement, oui, vous entendez la petite musique. Donc oui, nous d'accord. retrouvons la suite de votre histoire tout de suite. Oui, merci. Mais je vous en prie. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Eh bien, nous retrouvons la libre antenne 39 21 et tout de suite Marie que je prenais tout à l'heure, juste avant le flash info. Bonsoir Marie, vous êtes toujours là? Je suis là. Oui. Donc, je vous disais, par rapport au placement de ma mère, qui était malade, qui était restée 9 mois à la maison, entre son fauteuil et alité, parce qu'elle a fait un AVC, et ça, c'est compliqué. Voilà. Et elle a des complications et elle a eu une dérivation au cerveau en plus, donc c'était plus possible. Elle a eu des moments où elle était bien quand même. Elle avait quand même été lucide, tout ça, faut pas croire. Mais elle s'est dégradée au fur et à mesure qu'il y a des cailloux de sang qui sont passés, malheureusement, c'est ce que les médecins disaient, au cerveau. Et ça, là, donc, son cerveau s'est endommagé. Et là, alors, ça a été terrible. Ah ouais, là, après, il y a eu vraiment des mises en place tout de suite pour une structure, pour l'aménagement de la maison, parce que elle pouvait quand même rester à la maison, mais à condition d'être vigilant, parce qu'il a fallu tout organiser, avec appareillage, voilà, médicalisé, évident. Bien sûr. Alors mon papa là-dedans, lui il s'en occupait aussi, bien évidemment. Et c'était Mes lourd deux et sœurs c'était également et un lourd pour frère dont lui. j'ai perdu aussi à 21 ans, mais bon, ça c'est après, j'en ferai part un petit peu après. Parce que après, il s'est passé que mon papa, il faiblissait, il allait aussi, il commençait à être fatigué, il se levait la nuit, elle criait des fois, donc c'était pas évident. Et souvent, il m'appelait comme ça la nuit, ou moi, ou la plus proche d'une de mes sœurs, Et je m'y rendais, des fois j'appelais le médecin, je demandais, et puis voilà. Après, les infirmières la nuit, il y en a eu un moment. Et bon, ça s'est dégradé de plus en plus. Quand j'ai vu des choses qu'elle faisait, c'était atroce, Vous voyez, des poches de sang, je sais pas, je me dis, moi, elle va pas aller bien loin comme ça, Déjà, c'était à 5 ans à peu près. Et ensuite, il y a un médecin que je suis allée voir aux urgences, là. Oui. Vous êtes toujours là, Marie? Et je demandais conseil à des personnes, qui étaient compétents face à cette maladie. Et comment dire, j'étais obligée, excusez-moi, j'ai eu un petit heurt ici, là. Voilà. Alors après, pour aller un peu droit au but, pardonnez-moi. Donc votre maman a été malade pendant 10 ans, donc vous l'avez vu décliner, ce qui a évidemment pesé et sur vous et vos sœurs, mais également sur votre papa, la famille, et votre papa également. Lui, après, c'est lui qui s'est mis à décliner à son tour. Oui, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Et après, il y a eu donc un placement, et quand c'était obligé, le placement a été obligé d'être mis en place. Et là, elle n'a pas accepté, mais tant pis, on n'avait pas le choix, parce que là, c'était moi et puis tout le monde qui prenait. Et après, il s'est passé elle est partie un moment,
Mhm. En disant comme ça les mots qui ont été dits. Elle dit qu'est-ce que je fais ici? Ben, elle savait bien où elle était hein, dans sa, même si elle avait perdu beaucoup De de conscience sa, et comment dire, oui, oui voilà, de la conscience de de la la conscience, situation et bon, des voilà. choses, mais elle avait Et des de moments. suite ils ont, voilà. Mais c'est pas ça, c'est que c'était très dur parce qu'elle souffrait là, terriblement là. Alors là ils ont donné des médicaments, ils ont commencé à l'acharner, enfin un petit peu. Je veux dire, elle était plus la même là. Là elle s'est dégradée. Donc je voyais en 2002, enfin, dans 2003 que c'était. Et ben, en 2003, je la voyais se dégrader de plus en plus. Le fait d'être là, elle n'était plus la même, elle ne parlait plus, alors qu'avant, elle parlait plus que ça. Donc, vraiment, bah, elle savait qu'elle n'était plus à la maison, voilà. Et pour elle, elle aurait voulu qu'elle reste à la maison comme ça, quoi. Bien sûr. Mais c'était pas possible, parce que on ne pouvait pas, voilà. Et ça, elle n'a pas accepté, quoi. Et bon, bah, c'est la vie, hein. Mais par contre, mon papa, quand il était avec elle, c'était quand même bien parce qu'il était à ses côtés, donc il pouvait aussi, voilà, il était avec elle, quoi. Donc elle n'était pas seule. Mais moi, je sais pas. C'est vrai, les infirmières là-bas, on en parlait beaucoup à l'EHPAD. Elles disaient qu'elle réclamait souvent sa maman, qui est partie, quoi. Mhm. Et alors là, c'est pas bon signe quand on réclame ça. Oui. Et après. Voilà ce que j'ai eu comme flash, moi. J'ai fait un rêve prémonitoire, moi. Vous avez fait, pardon, je n'ai pas C'était entendu. comment? Je n'ai pas entendu ce que vous avez fait. Ça a coupé. Ça a coupé. Un rêve prémonitoire. D'accord, oui. Et dans le rêve prémonitoire, j'ai travaillé avec elle. Mhm. Ça, je ne pensais pas. J'ai rêvé que elle tombait dans le coma Oui. et qu'elle attendait tout le monde pour lui dire au revoir. Mhm. Voilà. Et ça, c'est bizarre parce que j'ai vu tout ça, ça s'est déroulé. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Je dis, oh non, elle va partir. C'était un rêve que je me suis dit. Mhm. Et j'arrive là-bas, après à l'hôpital, on m'avait appelé, on nous avait appelé, dire que maman n'allait pas bien. Mhm. Et on se rend là-bas, et puis effectivement, elle n'était pas bien du tout. Et après, on nous a demandé à ce que, il fallait s'attendre à ce qu'elle parte. Et effectivement, un moment, il y a quelqu'un qui l'a secouée, elle est revenue à elle. Mhm. Elle est presque partie. Ici, un miracle, c'est pas vrai. Et après, il y a l'infirmière, la chef, là, qui a demandé, dit non, elle va pas aller bien loin comme ça. Elle nous a dit, hein, c'est que c'était pas longtemps. Elle est restée, 2 jours après, et puis voilà, elle s'est éteinte le 12 janvier 2004 à 4h30 du matin. Mhm. Et j'ai perdu un frère, justement, je reviens un petit peu là-dessus, qui malheureusement est décédé, lui, ça fait longtemps, à 21 ans, d'un accident. Et il est né le 12 janvier 60 à 4h30. Et bon, c'est juste un petit détail, hein, je dis ça comme ça. Et sur les registres de la mairie, il y a la personne qui dit comme ça, il regarde, il me dit, vous avez parlé à un frère qui disait à ma sœur qui était allée? Oui, qu'elle dit, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est marrant qu'il dit parce que on voit pas beaucoup ça qui me dit tiens, votre maman est décédée, apparemment, hein, si, c'était vrai, hein. Elle est décédée à 4h30 du matin et mon frère, il est parti la mort, c'est marrant, à 4h30, il est né à 4h30 du matin, si vous voulez. Mhm. Voilà. D'accord. Ouais, le 12 c'est une coïncidence, hein, c'est Mhm. juste comme ça, quoi. Je sais pas. Et alors, je vais y revenir. Et donc, votre papa, lui, est décédé combien de temps après? 6 mois après. 6 mois après votre Voilà. maman. D'accord. Et moi, j'étais dans le deuil à ma mère. Et par contre, ce jour-là, le matin, j'ai téléphoné à la clinique pour demander, parce que j'allais le voir régulièrement, comme tout le monde, hein, et je lui ai demandé comme ça, le matin, à l'infirmière, je lui ai dit, mais je voudrais prendre des nouvelles un peu de papa. Je lui ai dit, comment il va ce matin, que je lui ai dit. Ok, elle me dit, ça va, mais l'infirmière, il était un petit peu fatigué, qu'elle me disait. Ah bon, je dis, peut-être que c'est normal, ou... Oh, je dis, ça va aller, qu'elle me dit, je pense. Alors, vous lui direz que je vais aller le voir tout à l'heure, après mon travail. Alors après, bon, voilà, hein, c'est qu'à bon. Bon, j'étais partie sur mon travail, et puis, dans l'après-midi, je sais pas, j'étais en pause. Et dans ma pause, je sais pas, j'ai eu comme quelque chose, je sais pas, une connexion, chose,
Je sais pas, je pensais à ma mère, parce que j'étais encore dans son deuil, bien évidemment. Et je pensais à une tombe, parce que la tombe, elle a eu des soucis par rapport à une perte d'eau. Et voilà, je sais pas pourquoi. Vous avez fait une Et tout à association. coup, après, je sais pas, j'ai pensé à mon père, je sais pas pourquoi. Alors, justement, Bon, Marie. après, je reprends mon travail. Oui. Et il y a, mon chef d'équipe qui vient me voir. Et il me dit comme ça, bon, Marie, je voudrais te parler. Qui me dit, viens dans mon bureau. Et voilà, il se dit, je voudrais te parler. Je viens d'avoir une nouvelle, là, pour toi, pour te dire que ton papa était décédé. Alors Marie, je crois que votre question, parce que vous venez de nous expliquer des moments extrêmement douloureux, et je comprends que vous ayez eu besoin un peu comme d'étirer le temps de ces moments où ses parents sont encore là, donc on fait revivre les événements pour le plus longtemps possible, pour les garder encore ici et maintenant avec nous. Bien sûr. Et donc vous avez parlé de votre maman, parlé de cette coïncidence de 4h30, la mort de votre mère, comme 4h30, la naissance de votre frère. Vous avez parlé aussi de ce rêve prémonitoire, de cette intuition aussi, de penser à votre papa, etc. Alors, ça me donne l'occasion de plusieurs choses, puisque je crois que votre question était l'envie de comment faire et comment faire le deuil de ses parents et du besoin d'aide que vous aviez dans cette démarche de faire le deuil des parents. Alors, déjà, je voudrais préciser une chose. Le deuil des parents, souvent les gens pensent que ce n'est plus avoir d'émotion pour ses parents, plus qu'ils ne nous manquent plus, qu'ils ne fassent plus partie de notre vie de vivant. Ce n'est pas ça, faire le deuil, ce n'est pas de les oublier, ce n'est pas d'oublier l'amour qu'on a eu pour eux, ce n'est pas d'oublier même qu'ils puissent nous manquer dans des situations, c'est pas ça. C'est simplement pouvoir continuer à écrire son histoire, fort justement de tout le bagage que l'on a, de ce temps vécu avec eux, de ce qu'on a appris avec eux, et de ce aussi dans quoi on s'est emmêlé pour se donner le droit aussi de se démêler de nos parents. Mais ça ne veut pas pour autant dire ne plus les aimer, ne plus penser à eux, de quelque manière que ce soit. Donc déjà, ça c'est une chose importante, puisque souvent nous nous accrochons, nous n'arrivons pas à faire le deuil, nous vivons avec un chagrin immense, parce que nous voulons garder nos morts vivants, nous voulons les garder en nous, et au travers de nos chagrins, nous continuons à revoir le film de nos relations avec eux, à revoir le film de leur souffrance, et on refait le film longtemps, et on le raconte, et parce que, comme si on essayait de trouver quelque chose de juste dans la mort, parce qu'il n'y a rien de juste évidemment dans la mort, quand bien même c'est ainsi va la vie, c'est qu'elle fait avec la mort, c'est toujours profondément une perception profondément injuste, bien sûr, à condition, sauf à considérer que là est aussi le terme d'une vie pour faire naître une autre vie. Et il y a d'ailleurs cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que nous ne fermons pas les yeux de nos morts, c'est eux qui nous les ouvrent. Et je trouve que c'est une jolie phrase pour illustrer ce qu'est le deuil. C'est-à-dire que le deuil, faire le deuil, c'est enfin ouvrir les yeux sur nous et ce que nous avons à écrire de nos vies, démêler de ce que nos parents pouvaient attendre de nous, souhaiter pour nous, ou que nous permettions des histoires qu'il nous fallait faire perdurer pour eux. Et bien, c'est comme si nos parents, en nous faisant une révérence, nous permettaient justement d'explorer autre chose que notre lien à eux et nos devoirs vis-à-vis d'eux. Donc en fait, je trouve que ça, c'est un point qui est important. Et un autre point plus maintenant relatif à votre histoire, Marie, c'est que vous avez certainement une intuition très forte. Moi, je suis très, très... On me l'a toujours dit, hein. Voilà. Tout le temps. Eh bien, je pense moi, je ne sais pas d'où est-ce que ça me tombe. Eh bien, écoutez, je pense que les gens le sont, mais sont souvent sourds à leurs dons, sourds à leur intuition. Nous ne sommes pas que ce que nous maîtrisons, nous ne sommes pas que notre état de conscience et de calcul factuel sur ce que nous voyons et ce que nous manipulons. Il y a des choses qui nous échappent, et certainement chez chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que quand nous arrivons, par exemple, dans un lieu, mettons une fête, on va rencontrer des gens que l'on connaît, des gens que l'on ne connaît pas, et assez naturellement, on va aller dans des directions ou d'autres, on va se confronter
confronté à... Opposé. Ouais, Voilà, c'est parce ça. comme si on se reconnaissait déjà alors qu'on ne se connaît pas, quand bien même il y a beaucoup de musique, quand bien même il n'y a pas de lumière, on se reconnaît pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais Hum. on a une intuition comme ça qui nous amène les Ben, uns vers je les vais vous autres. la raconter justement, une autre addition. C'est pour ça que j'en ai eu plusieurs. Alors dites-moi. C'est un petit peu. Eh ben, j'arrive là à un accident. J'ai eu un accident en 2006 avec la voiture, mon mari et moi. Et comment dire, comment dire, ça a été vraiment violent, hein, je peux vous dire. Et d'habitude, on revenait d'Anville, chez des amis. Et d'habitude, je me mets jamais à l'arrière de la voiture. Je suis toujours devant. Voilà. Mhm. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. L'intuition encore, n'est-ce pas? C'est Mais ça. oui, mais oui. Je pense, je suis sûre. Jamais je fais ça. Eh bien, vous Tout voyez. ça pour un chien. Vous vous rendez compte, hein? Mais vous Ouais. voyez, Et oui. et c'est ça qui est intéressant, C'est Marie, ça. c'est que voilà. Je suis en train de d'époquer. Il n'y a pas que ça. Et c'est terrible ce qui m'arrive. Parce que, C'est pas terrible, je sais pas, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous savez, il y a des gens et je qui suis ont... envie, mais vous savez pas, j'ai eu les vertèbres, j'ai eu le dos cassé, et aujourd'hui, je souffre de martyr. Parce que, à cause de tout ça, à cause d'un chien, alors mon mari a fait du slalom, pardon, excusez-moi, il y avait des arbres, il a contourné les arbres pour éviter échapper. Et alors, la voiture, elle s'est pris tous les tonneaux. Mon mari, il était devant, il aurait été tué, mais il a changé, mon mari. Mon mari, par contre, il a eu vraiment, vraiment des choses, hein, je peux vous dire. Hein. Eh bien, Et jamais je me mets à l'arrière, première fois. Alors là, vous voyez, une intuition encore. bien sûr. Et donc, vous voyez, dingue, oui, tout à fait. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir savoir écouter les choses sans trop comprendre comment ça marche, savoir écouter ce qui se passe, ce qui vous voilà. fait arriver à temps dans un hôpital, qui vous fait aller visiter votre papa au bon moment, qui vous fait être au bon rendez-vous. Non, mais c'est parce que je lui ai dit. Alors, par contre, j'ai jamais été. Par contre, je suis sortie de mon travail, j'ai jamais été aussi vite de la vie. Hein. Par contre, c'est pas mon genre de rouler vite. Mais sûrement qu'il y a eu quelque chose, une connexion, parce que quand je suis arrivée là-bas, je pouvais pas le voir tout de suite, bien sûr, parce qu'il était en préparation. Et alors, je lui ai dit, il était donc plus là. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas attendu pour que je te dise au revoir? Mais voilà. C'est la chose que je lui ai dit. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose ce jour-là. Mais oui, mais voilà. Mais c'est pas grave. Je suis trop sûre. Mais quand bien même, Marie, vous n'êtes pas arrivée en retard, vous étiez au rendez-vous, vous auriez voulu voir votre père vivant, mais vous avez su qu'il fallait aller le voir. Et bien voilà, vous êtes arrivée dans les premières minutes. Je ne sais pas, il y avait quelque chose, une connexion qui me disait que... Mais je ne savais pas qu'il allait mourir, hein, je ne savais pas qu'il allait partir. Il est parti dans son sommeil. Une mort merveilleuse. Eh bien, écoutez, Marie, en tout cas, réjouissez-vous de cette qualité qui est la vôtre. Sachez écouter tout cela. Et comme je vous le disais, offrez-vous la liberté de ne pas vous arrêter sur la lecture du passé. Soyez riche de vos ascendants, riche de ce que vous avez appris avec eux pour avancer dans votre vie et être à l'écoute. C'est pas ça, c'est que j'ai eu beaucoup de choses. Et après l'accident, j'ai eu, moi, une opération. C'est ça, c'est terrible. Eh oui, mais j'ai une opération, une hysterectomie, avec des fibromes. Et c'est un chirurgien qui m'a dit, Madame... Est-ce que je dis pas le nom? C'est pas grave. C'est pas grave, on l'a pas entendu. Je fume pas. Non. Bon. Oui. Bon, Marie. Il m'a dit, arrêtez le tabac. Comment ça, arrêtez le tabac? Mais je fume pas, que je lui dis. Je fume pas, j'ai jamais fumé. Mais c'est mon mari, comme il fumait. Je dis souvent à mon mari, tu vas dehors, hein, tu fumes pas à l'intérieur. Et un jour, donc, j'allais me faire opérer. Il était urgent de me faire opérer. Mais c'est mon corps qui répondait, qu'on m'a dit, à tous les chocs que j'ai eus. Si c'est vrai, des fois, le corps réagit, vous savez, avec des chocs comme ça. Et il fallait m'enlever un fibrome, l'utérus, il fallait tout m'enlever ça. Donc, une hystérectomie que j'ai fait. Et du coup, il y a eu des... je sais pas, là, ça s'est pas très bien passé non plus. J'ai perdu beaucoup de sang. Je sais pas, c'est pas top. Et là, il m'a dit, oh là là, quel petit temps, madame. Bon, enfin, bref. Bon, j'ai encore été... J'ai surmonté ça. Bon, ça va, je suis encore là. Après, suite à ça, j'ai encore eu un petit truc, mais enfin, ça, c'est pas trop dramatique encore. Hein. Je me suis remise, hein. J'ai eu une petite incision au dos. Là, ça, c'est suite au... Comment dire... c'est la panoplie, quoi. Ça continue. Oui. Alors, et par contre, ce que j'allais vous dire, ma chère Marie... j'ai des phobies.
Oui, Oui, ma, dis-moi. oui, ma chère Marie, je suis désolée, mais je ne doute pas et j'en suis bien désolée d'ailleurs, qu'il vous soit arrivé plein de petites choses et de grosses choses et de Oui, mais graves c'est pas. choses auxquelles dont vous vous sortez assez merveilleusement. Oui, Je voudrais juste dire quelque chose parce que ça peut aussi être intéressant pour tous nos auditeurs, c'est que mais bien sûr. quand on est intuitif, on a un peu le défaut d'être assez une éponge. Alors on attrape les bobos des autres. Mais c'est ça. Et du C'est coup, moi qui. vous les prenez sur vous, un peu comme Mais c'est d'ailleurs on le moi qui voit. prends tout. Voilà, eh bien, soyez riche de votre intuition, mais apprenez, chère Marie, à vous protéger justement en laissant l'autre à distance d'une certaine manière, en lui laissant un espace pour ne pas rentrer dans son espace, pour ne pas être une éponge à son espace, parce que du coup, vous faites importante dans l'espace de l'autre, et vous faisant si importante, vous finissez par porter des souffrances qui n'ont pas lieu d'être les vôtres. Voilà, Marie, je me permets d'arrêter là, puisque vous savez, Oui, le dimanche, la libre antenne est un peu ouais. plus courte, et du coup, je ne Oui, peux c'est pas vrai, je répondre à sais, ces c'est pas personnes. passé. Non, non, Je vous non. prie de m'excuser. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait des éléments par rapport au choc post-traumatique, Eh bien, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est sur eh le bien, bout du écoutez, tunnel. Hein, vous venez de le le bout du... dire, si effectivement des personnes qui nous écoutent ont des choses à vous Hein, communiquer là-dessus, Amandine ouais. ou Hassen ne manqueront pas de vous les communiquer, d'accord? Parce qu'au bout Je- du tunnel, je l'ai lu, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais je vous remercie en tous les mais cas de m'avoir écouté un petit peu. Hein, je vous et en prie. pas dans des bandes pour ce soir. Non, c'est peut-être pas bon pour les auditeurs d'écouter ça, mais bon, Non, mais si, excusez-moi. mais écoutez, il y a la place pour tout le monde, Marie. Et justement, parce Oui, qu'il y a de la place pour tout le monde, je je vais me suis une permettre de personne très prendre quelqu'un discrète d'autre. et qui ne veut pas prendre... voilà. Bon, ben, Allez, je vous remercie. Hein. je Au vous revoir. en prie, passez une très bonne soirée, madame. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, Claire. Alors voilà, je vous appelle parce que cette semaine, donc, j'ai vu mon frère et donc il voit un psychiatre depuis 2 ou 3 fois et il lui a parlé de quelque chose et le psychiatre lui a dit de m'en parler. Donc voilà, il m'a annoncé que donc quand on était petit, donc lui il devait avoir 9 ans, moi 17 ans, il s'est passé un acte incestueux tous les deux. Alors moi je peux que vous rappeler, vous dire en fait les propos il m'a raconté l'histoire parce que moi j'ai aucun souvenir. D'accord, Et j'avais quand même 17 ans. d'accord. Et donc là, en fait, depuis qu'il m'a annoncé ça, je cherche, j'essaie de revenir dans le passé. J'essaie en fonction des éléments qu'il m'a donnés, des brefs éléments, parce que moi j'ai pas voulu lui demander des détails, j'avais tellement honte et puis le ciel me tombait sur la tête. Donc en fait, je trouve rien. C'est un vide total. Il n'y a rien, absolument rien. À 17 ans, je me dis c'est pas possible. Surtout qu'un acte comme ça, on s'en souvient. C'est pas Alors, possible d'avoir oublié. un acte comme ça, ce qui veut dire qu'il vous a quand même donné un peu l'idée et le cadre de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Donc lui, il m'a dit que il était allongé sur moi. Oui. Et donc, je devais être dévêtue au moins la partie du haut. Et alors, je reprends exactement ce qu'il m'a dit, qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait. D'accord. Voilà. Et voilà, donc, voilà, j'ai retenu que ça, c'était tellement affreux de m'imaginer ça vis-à-vis de mon petit frère, que moi j'adore, que je protège, que j'ai toujours, j'ai que des souvenirs justement de sœur protectrice vis-à-vis de lui. Et je me dis comment j'ai pu faire ça, comment et que c'est parti de mon esprit, qu'il n'y a plus rien, il y a un vide. D'accord. Et votre frère, donc c'est au travers d'un travail psychologique qu'il a pu révéler ça. Et qu'est-ce qu'il en a fait, outre le fait de venir vous voir, depuis qu'il vous en a parlé, c'était important pour lui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Qu'est-ce qui l'a amené? Avait-il le sentiment de s'en souvenir de toujours? Enfin, racontez-moi un petit peu, puisque vous avez dû échanger là-dessus. Oui, alors je pense que oui, il s'en souvient depuis toujours. Lui, il l'a jamais oublié. Et il est vrai qu'il me pose depuis quelque temps, il me pose
posait souvent une question, à me dire, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire et que tu me le dis pas. D'accord. Et en fait, maintenant, ça me paraît très clair, c'est que finalement, lui, il avait ça en tête, il avait besoin sûrement de me le dire à ce moment-là, et il attendait que ça vienne de moi. Mais comme moi, je me souvenais de rien, ça pouvait pas sortir. D'accord. Et voilà. Et comment va-t-il, votre frère, dites-moi? Alors lui, il est en dépression. Il est reconnu en dépression. Donc, voilà. Et alors, quand vous disiez oui. tout à l'heure que vous avez toujours eu besoin de protéger votre petit frère, pourquoi fallait-il, de quelle manière, et pourquoi vous pensiez devoir le protéger, ou où est-ce qu'il vous semblait en difficulté ou en fragilité? Oui, mon frère est... comme je suis la plus aînée, j'ai eu... dès tout petit, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je m'occupe de mon petit frère, que je sois là pour lui, ne jamais l'abandonner, qu'il ait toujours quelqu'un. Alors peut-être parce que moi j'avais été seule pendant 8 ans, voilà, que j'avais pas de petit frère ou de petite sœur à côté, et donc moi j'ai tout de suite voulu jouer le rôle de seconde maman. D'accord. Alors, donc, dans la scène en question, essayons d'y voir un petit peu plus clair. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. D'abord, il y a ce qui est très anxiogène, d'avoir le sentiment d'avoir mis un couvercle sur quelque chose, sur un souvenir, qui plus est un souvenir quand vous avez 17 ans, donc vous êtes grande, et qui n'est suffisamment pas anodin pour qu'il disparaisse comme ça. Donc, effectivement, ça laisse toujours à penser qu'il y a de la gravité, il y a du refoulement dans ce qui a pu se passer pour que ce soit oublié. J'imagine que votre frère a dû donner un contexte de lieu, un contexte de période, de saison, pour vous aider à retrouver ce souvenir, ou est-ce que vous n'avez pas voulu en savoir plus, puisque vous n'avez que cette image de votre petit frère sur vous, le haut du corps nu, et lui, l'idée qu'il aurait pu faire n'importe quoi. C'est bien ça, on est bien d'accord, voilà. Que c'est ça la scène. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc, vous n'avez donné aucun autre renseignement, il ne vous a donné aucun autre renseignement pour que vous puissiez comprendre ou retrouver le souvenir dans sa globalité. Alors, je l'ai eu au téléphone cette semaine, il m'a juste informé du fait qu'il voit bien que j'arrive pas à me souvenir, il m'a dit que j'avais une serviette de bain, voilà, c'est tout, c'est la seule chose. Donc une serviette de bain autour de votre taille, c'est ça? Oui, ça devait être ça, voilà, une serviette de bain. D'accord. Alors, évidemment qu'on ne va pas inventer des souvenirs qui n'en sont pas. Il n'est pas question de ça. Toute la difficulté, et ça encore une fois pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu des choses de l'ordre de l'incestueux ou du sexuel, sans être incestueux nécessairement, du sexuel en un temps d'enfance, toute la difficulté est toujours de remettre l'histoire telle qu'elle est, puisqu'elle est toujours mêlée d'émotions, et comme elle est mêlée d'émotions, il faut arriver à faire la part de ce qui s'est passé et de ce qu'on a fait de ce qui s'est passé. C'est un petit peu différent, parce que dans la scène dont vous parlez, on peut imaginer la toute-puissance d'une grande sœur sur un petit frère, et la curiosité d'une grande sœur et l'excitation d'une grande sœur vis-à-vis d'un petit frère, pourquoi pas. Mais on peut aussi imaginer, puisque vous m'en donniez un peu cet éclairage tout à l'heure, une grande sœur qui se prend pour une maman. Et dans la mesure où elle se prend pour une maman parce que elle joue, au lieu d'accepter finalement son petit frère qui vient dans sa fratrie, elle est on l'a peut-être d'ailleurs chargée d'être une mère en quelque sorte, puisqu'on lui a peut-être vendu son petit frère comme étant l'occasion pour elle de faire la preuve qu'elle était grande, qu'elle pourrait aider maman, qu'elle s'occuperait de lui. Et donc la petite sœur qui a alors, quand votre frère naît, qui a 8 ans, eh bien, elle y voit un projet de maman, comme on joue à la poupée, en se projetant dans une future maternité d'une certaine manière. Donc on peut imaginer aussi que cette scène, c'est une scène d'une jeune fille qui joue à la maman, surtout qu'elle a 17 ans, donc elle joue à la maman avec la sensualité qu'elle imagine d'une maman qui donnerait le sein à son enfant, par exemple.
Donc, on est de toute façon dans quelque chose qui n'a pas sa place. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut y mettre des choses différentes. Votre frère, lui, peut y entendre, non pas d'être un nourrisson avec une maman qui est à sa sœur, mais plutôt toute sa fantasmatique sexuelle, érotique, dont il gratifie sa sœur puisqu'il la voit les seins nus. Mais pendant que vous êtes dans une autre histoire qui peut être une histoire maternelle, où vous appréhendez les émotions et les sensations et les excitations d'une maman avec un enfant. Donc vous voyez, ce ne sont pas tout à fait les mêmes histoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à démêler pour autant. Mais chacun peut s'être emmêlé dans cette histoire de façon différente. Et il n'est pas rare qu'une grande sœur s'approprie d'une certaine manière le petit enfant pour essayer d'expérimenter, comme elle l'a déjà fait avec sa poupée, d'expérimenter son devenir de maman, avec tout le bonheur de sentir la puissance, le pouvoir qui peut être le sien. Est-ce que vous voyez les différences d'histoire potentielles ? Oui, en fait, ce que vous me dites, à force de réfléchir énormément, cette semaine, j'y avais pensé. Je m'étais dit, est-ce que, parce que pour moi, ça représente l'image justement de la maman qui a son enfant sur elle. Voilà. Et exactement ce que vous êtes en train de me dire. Moi, si je dois penser quelque chose par rapport à ce moment-là que j'ai pu ressentir, il m'est venu cette idée justement de maman, de m'occuper de mon petit frère, le protéger. Exactement. Et forcément, lui c'est un petit garçon, quoi. Bien sûr, c'est un petit garçon, mais même si ça avait été éventuellement une petite fille, hein, c'est-à-dire que c'est un âge d'enfant qui est dans son érotisation, puisque l'enfant découvre son érotisation, sa sexualité à 2 ans et demi, 3 ans. Donc quand vous êtes avec un bébé de 9 ans, eh bien lui, il est un petit garçon sexué, en quelque sorte. Donc le regard sur la poitrine de sa sœur réveille des excitations personnelles avec lesquelles il joue en quelque sorte inconsciemment, hein, je veux dire, hein, et il profite d'une certaine manière tout en ayant très peur de ce dont il profite. Et quand il vous dit « j'avais le sentiment que j'aurais pu tout faire », c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte de confusion entre ce qui se passait, qui, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'était normal ou légitime, mais ce qui se passait et ce qu'il a fantasmé sur ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire tout l'éveil de son pulsionnel érotique, tout l'éveil de son pulsionnel sexuel, dans cette possibilité de proximité charnelle et érotisée de votre corps. Quand vous étiez pareil, dans une utilisation de ce petit frère dont vous aviez l'habitude de vous occuper, eh bien, vous profitiez de cela pour éprouver ce que pouvait ressentir une maman dans ce rapport charnel avec son enfant. Et tout ça, évidemment, ce sont 2 histoires qui se racontent inconsciemment, profitant d'une proximité de fratrie. Vous savez, c'est prioritairement dans les fratries que nous expérimentons notre érotisation, que d'ailleurs, on sait très bien, les enfants jouent à papa et maman, jouent au docteur. Donc, on cherche dans ces rôles, le docteur étant un jeu érotisé, hein, de symbolique de pénétration par la piqûre, puisque dans tous les jeux de docteur, il y a toujours la piqûre, donc il raconte la pénétration de façon symbolique. Et aussi, on joue à papa et maman, donc il y en a un qui est le papa et la maman, là c'est l'érotisation, ou le parent et l'enfant, là c'est la maternité ou la paternité. Et donc c'est évidemment dans les fratries, dans les cousinades ou auprès des amis proches qu'on va expérimenter tout ça avec un mélange de curiosité très forte et de culpabilité importante, puisque nous prenons les rôles de nos parents, que ce soit pour jouer de la sexualité ou pour jouer de la parentalité. Vous comprenez ? Tout à fait. Oui. Donc en fait, il y a là-dedans une histoire qui, chez votre frère, s'est emmêlée d'une certaine manière, et chez vous, c'est aussi emmêlée d'une certaine manière et suffisamment pour l'oublier. Elle n'a pas été assez anecdotique pour pouvoir dire « Ah oui, tiens, je me souviens, ah oui, mais ça je me rappelle parce que ta. » Non, c'était aussi une sorte d'usurpation d'un rôle, le rôle de votre maman, et puis aussi peut-être d'un plaisir ressenti, un plaisir coupable, de vous être senti potentiellement à la place de votre mère et potentiellement nourricière de votre sein. Et du coup, ça fait le refoulement.
Mais voilà, toutes les histoires comme ça, chez les uns et les autres, cheminent. Donc il y a le réel de la situation, mais encore une fois, on serait par exemple en Afrique, eh bien, vous auriez naturellement et tout à fait tranquillement le pagne autour de la taille et les seins nus et votre petit frère dans les bras, sans que cela ne génère la même interprétation. Il n'y a pas de dangerosité à être les seins nus et son enfant dans les bras. Nous sommes simplement dans une société où nous nous cachons, où la pudeur pose des interdits, mais sinon il n'y a pas d'acte qui puisse être dangereux, si ce n'est ce que nous en faisons et ce que nous en fantasmons. D'accord. Mais moi, ce qui m'a impressionnée, c'est de ne pas me souvenir de cette chose-là. Oui. Et alors, j'ai fait le parallèle, puisque il y a quelques années, j'ai eu de forts soupçons d'avoir sûrement été abusée dans mon enfance. Donc voilà, j'ai fait le parallèle. Et sur la base de quoi, avant qu'il ne vous raconte ça, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc sur la base de quoi avez-vous eu des soupçons ? Enfin, qu'est-ce qui a réveillé l'idée de soupçon d'avoir subi quelque chose de cet ordre-là ? Alors, moi j'ai été suivie pour dépression depuis des années, depuis en fait que j'ai perdu mon papa. Je n'ai jamais remonté la pente et j'ai vu un médecin généraliste qui a essayé de me faire parler et justement elle m'a fait me souvenir de quelque chose qui s'était passé quand j'étais petite, mais avec justement un petit garçon, un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, sur le coup, j'ai dit oui, il m'a dit de faire ça, j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Voilà. Sur le coup, ça a réveillé des choses quand même. J'ai fait le parallèle aussi avec ma vie. Et donc, vous étiez, que je comprenne bien, donc ce que ce travail a mis à jour, pas raconté par l'autre, pas raconté par le médecin, par vous-même, ça a mis à jour l'idée d'un souvenir où un petit garçon vous demandait de faire des choses, c'est ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. Et où là, vous aviez quel âge, vous ? Vous étiez vous-même alors là, une je devais petite avoir fille ? que 4 ans à peu près. D'accord. Toute petite, oui. Et donc là, la seule phrase qui m'est revenue, je lui ai dit, il m'a demandé de faire ça pour lui faire plaisir. Et en fait, ça a éclaté par rapport à toute ma vie sentimentale. Je me suis dit, le nombre de fois que j'ai fait pour faire plaisir. Alors c'est vraiment très intéressant ce que vous me dites, Claire, parce que là aussi, ça me donne l'occasion de dire des choses autour de cette histoire de subir des abus ou des contraintes physiques et sexuelles, etc. Parce que, encore une fois, ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, on crie au loup pour tout, parce qu'il y a des choses qui sont absolument inacceptables. Effectivement, il est inacceptable que qui que ce soit use ou abuse de notre corps pour son propre plaisir, bien sûr. Mais il faut quand même mettre un bémol quand il s'agit d'un adulte, d'un grand par rapport à un petit, et c'est ce que semble dire votre frère par exemple, parce que vous avez 17 ans, il a 9 ans, sauf que, enfin là encore, il faudra bien comprendre de quelle histoire il s'agit, ou quand c'est encore un adulte plus grand encore par rapport à un tout petit, ou par rapport à un adolescent, ou par rapport à quelqu'un qui est faible et qui se doit d'obéir d'une certaine manière. Mais lorsque nous parlons de 2 enfants, même si vous avez 4 ans et qu'il en a 9, qui est déjà un grand écart d'âge quand on est enfant. L'autre enfant devait avoir 14 ans à peu près. Ah, vous me disiez 9 ans, pardon, je n'avais pas compris. Non, je vous ai pas dit l'âge. Il avait 14 ans, à peu près. D'accord. Donc, effectivement, donc là, on est dans autre chose. Bon, alors, je termine quand même ce que je voulais dire, parce que ça en est quand même une occasion. C'est-à-dire que les enfants, à compter de 2 ans et demi, 3 ans, sont extrêmement préoccupés par le sexuel, extrêmement curieux du sexuel, sans aucun tabou sur le sexuel. Et donc, de fait, c'est pas assez facile pour eux de mettre en scène des choses ou de répondre à des jeux érotisés. Ce qui les rend d'ailleurs proie facile au passage. Et puis ensuite, il y a un temps où se met en place la pudeur et où ils sont du coup dans le refoulement du sexuel et où ils ont une honte infinie à tout ce qui pourrait se jouer de cet ordre-là. Donc
tout n'est pas, même si on cherche tous dans nos histoires, il y a toujours quelque chose d'un peu sexuel dans ce que nous avons fait, dans ce que nous avons vu, dans ce à quoi nous avons participé, qu'on ait été la personne instigateur ou au contraire celui qui répondait à la mise en scène proposée par l'autre. Tout cela ne raconte pas de l'abus. Ne mettons pas du drame là où il n'y en a pas. Ça raconte de la curiosité, de l'expérimentation. Ce qui commence à être de l'abus, c'est quand un enfant se contraint alors qu'il ne le souhaite pas et ne sait pas poser une limite à l'autre qui l'y contraint. Et donc ça, ce peut être à n'importe quel âge, et ce peut être tout à fait ce qui se passe quand vous êtes une petite fille de 4 ans avec un adolescent de 14 ans. Et que, en effet, comme vous le dites, il y a toute une difficulté pour l'enfant d'arbitrer ce que je ne veux pas pour moi, alors que je veux profondément faire plaisir à l'autre. Faire plaisir à l'autre pour qu'il m'aime, pour qu'il joue avec moi, pour qu'il ne joue qu'avec moi d'ailleurs, etc., etc. Et ça, nous le jouons, bien sûr, dans le cadre que vous venez d'évoquer, Claire, mais nous le jouons déjà avec nos parents. C'est-à-dire que parfois, nous acceptons des compromis qui ne nous vont pas, pour faire plaisir, pour qu'on soit aimé. C'est-à-dire, on n'aime pas quelque chose ou on aurait envie d'être avec sa copine, mais on reste à la maison parce que on veut faire plaisir à maman ou faire plaisir à papa ou que sais-je encore. C'est-à-dire que cette capacité que nous avons à renoncer à notre plaisir personnel ou à notre besoin personnel ou à notre sauvegarde au nom du plaisir donné à l'autre pour justement être aimé en retour. Donc ça, ce sont des choses un petit peu différentes et du coup, plus j'ai ça dans mon histoire, plus je suis potentiellement l'objet facile de quelqu'un qui pourrait me contraindre à lui faire plaisir. Mais j'ai beaucoup reproduit ça dans ma vie d'adulte, en fait. Oui. Cette situation. Alors, ce qui serait intéressant, justement, Claire, c'est de comprendre de la poule et de l'œuf, comment ça commence. C'est-à-dire, est-ce que je suis une petite fille comme ça, qui du coup va avoir cette histoire avec ce garçon adolescent, adolescent, et qui va continuer un petit peu comme ça, toujours remplir ce rôle d'être celle qui est gentille pour l'autre, fait plaisir à l'autre, et ceci même à son détriment? Ou est-ce que c'est cette histoire-là qui, encore une fois, si c'est une histoire dont vous retrouvez vraiment les clés et pas qu'on vous met dans la tête, hein, bien évidemment, mais est-ce que c'est cette histoire qui, du coup, marque l'idée, parce que c'est une expérience pour l'enfant, comme je vous dis, à 4 ans, qui n'a nulle pudeur et qui peut faire les choses sans aucune culpabilité, parce que finalement, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir du jeu avec l'autre, et notamment le grand qui l'inscrit du coup qui lui donne de l'importance d'une certaine manière, et qui du coup vous fait comprendre que pour être aimé, que pour être accepté par l'autre, eh bien il faut se soumettre à l'autre, ce que vous allez répéter toute votre vie, durant peut-être, vous voyez. Et ça serait intéressant que vous réfléchissiez comment les choses se mettent en place. Est-ce que déjà dans votre lien avec votre maman, avec votre papa, est-ce qu'il y a déjà cette volonté de répondre et de faire plaisir par peur de ne pas être aimé si vous étiez en décalage avec l'attente que l'on a de vous? Ou est-ce que vous avez expérimenté la possibilité avec vos parents de ne pas être toujours au rendez-vous de leur désir sans craindre la perte de leur amour? Et auquel cas, si tel est le cas, si vous n'avez pas craint ça, peut-être que cette histoire, en effet, de petite fille, vous a fait penser que la relation à l'homme, puisque c'est un garçon, où la relation pour avoir de l'importance, pour être considérée par l'autre, devait passer par la satisfaction du besoin ou du plaisir de l'autre. Et tout l'art de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est de pouvoir définir quand est-ce que s'arrête votre plaisir dans la relation à l'autre, au nom du plaisir de l'autre et du désir de l'autre, pour un bénéfice malgré tout pour vous, qui est pour être aimé, comme si on ne pouvait pas être aimé sans répondre à l'attente de l'autre. Du coup, l'autre devient tyrannique et vous victime de l'autre. D'accord. Ok. Et alors moi en fait, je craignais, parce que par la suite, donc il y a 2 ans, quand Flavie Flamand a révélé ce qui lui était arrivé, après, je me suis un petit peu plus, j'ai regardé un petit peu plus en détail tout ce qu'elle disait, et il y avait beaucoup de choses qu'elle disait
qu'on était après, que voilà, moi j'ai eu justement des problèmes, j'ai toujours des troubles alimentaires. Ma vie amoureuse est chaotique à un tel point que maintenant j'ai décidé de ne plus avoir de vie amoureuse. Là, maintenant ma vie, je survis, mais j'ai pas de goût à rien. Et en fait, je suis là, sans être là. Alors justement, qu'est-ce qui fait que à quoi sert la vie si c'est pour être là sans être là? Est-ce qu'en n'étant pas là, vous risquez moins ou vous faites moins risquer aux autres? Pourquoi les relations échouées ne peuvent pas donner matière à compréhension pour des relations abouties ou pour des relations qui vous font grandir et permettent à l'autre de grandir? D'où vient le fait que dans cette famille, il y a cet état dépressif chez votre frère, chez vous? Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Alors, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup d'empêchements, mais où on voit les choses comme une grande tristesse et on se met sur pause en attendant la mort, ou au contraire, on se dit que tous ces empêchements sont comme une énigme à résoudre, qui un peu, vous savez, comme il y a des gens qui, le jour où ils tombent malades et de graves maladies, ils sont obligés de donner un coup de fouet incroyable pour être vivants plus que jamais, pour revendiquer la vie et le bonheur. Vous avez des gens qui se retrouvent handicapés et qui, parce qu'ils sont handicapés, tout d'un coup ont trouvé le ressort pour vivre, alors qu'avant leur handicap, ils n'y parvenaient pas. Donc, on a trop de difficultés à apprendre de nos victoires. Mais quand on est empêché, eh bien, justement, c'est une occasion de se dire qu'on ne peut pas s'arrêter à l'épreuve devant soi, comme si c'était donc une impossibilité, une impasse. Mais c'est au contraire une occasion d'essayer de comprendre, mais à quoi je joue? Qu'est-ce que je raconte? D'où vient ma souffrance? Est-ce bien la mienne? Est-ce que je porte une souffrance qui ne me concerne pas? Est-ce que je paye un tribut ou une culpabilité? Est-ce qu'on m'a fait du mal et je n'ai pas su l'exprimer? Et c'est au travers de ma souffrance que je raconte mon mal-être d'hier qui devient mon mal-être d'aujourd'hui, pour ne pas me réduire au passé, mais bien pour écrire ma vie jour après jour. Et comme je le disais tout à l'heure, oser dépasser la difficulté, la regarder en face pour tendre vers un bonheur qui est légitime. Et justement, est-ce qu'il y aurait dans le plaisir à la vie quelque chose de coupable, comme on a pu trouver dans la sexualité ou dans l'érotisation ou dans l'excitation, notamment de ces scènes petite fille ou adolescente, petite fille avec ce garçon ou adolescente avec votre petit frère? Vous voyez, il y a quelque chose qui fait très peur. L'être humain a toujours envie de la satisfaction de ses besoins et de ses plaisirs, et à la fois il est terrorisé à l'idée de le toucher. Et du coup, il s'enferme dans une souffrance, et la dépression est un symptôme étonnant parce qu'il permet d'être très mal, comme mort, tout en n'ayant aucun symptôme physique et en survivant en bonne sauvegarde. Il est une façon d'acter nos souffrances sans pour autant être dans un danger vital. Mais sauf que ça fait vivre très lourdement son existence, vous comprenez? Oui. Et, en fait, moi, je faisais le parallèle du fait que j'avais oublié ce moment-là avec mon frère. Je me suis dit, est-ce que peut-être aussi, en étant plus jeune, j'ai oublié quelque chose qui m'a fait du mal? Oui, c'est souvent ce que se posent les gens dans le cadre de thérapie, c'est-à-dire pourquoi je ne me souviens pas. Et en fait, d'abord, souvent, c'est difficile d'avoir des souvenirs avant 6 ans, parce que c'est à partir de l'âge de raison en général où nous commençons à garder dans notre conscience certains de nos souvenirs. Mais ce sont des souvenirs épars, en fait. Nous n'avons pas toute l'histoire. Il faut du temps pour retrouver l'histoire, et c'est très subjectif aussi, cette histoire, parce qu'elle est mêlée d'émotions. Il faut avoir une capacité à intellectualiser pour la sortir de soi et la mettre dans sa mémoire. Sinon, ce ne sont que des flashs, un peu comme nos rêves, qui sont des images qui viennent nous chahuter et puis qui redisparaissent derrière. Donc souvent, on est tenté, dans un travail psychologique, de se dire que tout vient d'une histoire passée qui a fait désordre et qui entraîne une souffrance éternelle. Alors parfois, c'est en effet le cas. Pour autant, la souffrance n'est pas nécessairement éternelle.
Et puis parfois, ça n'est pas le cas. Et il y a une chose merveilleuse, c'est qu'aujourd'hui, la parole est donnée aux gens qui ont souffert et ont été abusés. Mais le défaut de cela, c'est que tout le monde cherche dans son histoire où il a été abusé. Et du coup, on se met à avoir peur des autres ou peur de nous-mêmes si on a peur d'avoir été soi-même un abuseur. Et du coup, au nom de cette liberté de parole et de fouiller son histoire et notamment la construction de sa sexualité, on finit par se terroriser les autres, ce qui n'est évidemment pas bénéfique. Alors oui, cherchez dans un travail psychologique à savoir s'il y a des échos, essayez de les écouter, mais ne les créez pas, et essayez si d'aventure ils sont de votre histoire, de les accueillir, de les comprendre, pour les dépasser. Au travers de l'hypnose, par exemple? Ça peut être au travers de l'hypnose, bien que ce ne soit pas comme dans les films, parce que l'hypnose, on est tout à fait conscient. Ça peut être au travers de l'EMDR, d'une autre façon. Ça peut être au travers de thérapies physiques, parfois, comme le training autogène ou des choses comme ça. Ou ça peut être dans un travail de parole, de psychothérapie, ou plus cognitif ou plus comportementaliste, selon votre sensibilité propre, et surtout au travers d'une relation de confiance avec un thérapeute qui n'insinue pas quelque chose que vous auriez vécu, qui cherche pas à pas et vous suit et essaie de comprendre au travers de vos propos, parce qu'on est assez tenté d'écrire des histoires à partir de ce qu'on écoute de l'extérieur plutôt que d'écouter la forme de nos émotions, la forme de nos lapsus, pour petit à petit dresser un portrait robot de ce qui m'est arrivé peut-être, en tout cas de ce qui me fait souffrir, ou ce que j'ai construit sur ce qui m'est arrivé, même si ce qui m'est arrivé n'est pas bien grave, ou pas grave du tout, j'ai pu construire des choses compliquées pour moi. Est-ce que ça vous paraît clair, tout ça? Oui, mais en fait, psychothérapeute, j'en ai vu pendant des années, et ça n'a rien donné. Alors changez peut-être, vous savez, c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui, il y a des tas de thérapies formidables, des thérapies qui utilisent la parole, des thérapies qui n'utilisent pas la parole et qui ne donnent pas moins d'efficacité et de prise de conscience. C'est souvent le corps et celui qui se souvient surtout des périodes où nous n'étions pas librement pensants, enfin librement, c'est-à-dire intellectuellement pensants, et plus des petits enfants mêlés à nos pulsions, à nos émotions, à nos pleurs et nos cris. Et parfois, c'est par le biais du corps que nous ressortons un petit peu toutes nos histoires, de façon un peu comme un impressionniste, par petites touches. Voilà, Claire. Je vous souhaite un bon cheminement sur cette histoire à reconstruire, et un puzzle à construire tranquillement, sans inquiétude, et sans porter le chagrin ou la difficulté de votre frère qui lui appartiennent. Très bonne nuit à vous. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci. Je vous en prie, Claire. Voilà, cette émission touche à sa fin. La libre antenne est terminée. Vous retrouverez demain Sophie Peters et le week-end prochain Sabrina Phillips. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre confiance et vos confidences partagées. Et je vous laisse à votre repos bien mérité et vous souhaite de doux rêves.